Do I have everybody's attention now? Yo, ici Kachatrap, la chaîne en parle 4, aujourd'hui un épisode spécial, un épisode de retour dans le passé. J'ai sélectionné quelque chose au hasard que je vais vous commenter et je voudrais aussi vous demander de vous abonner, de liker, de partager, c'est très important pour le développement de la chaîne. Et j'aimerais dire que dans les dernières vidéos, je me plaignais un peu du fait qu'il n'y ait pas de public. Et je me suis dit, putain, Eddie, t'es con, va voir dans le network, il y a un catalogue vraiment énorme de shows WWE, WWF, WCW et ECW et NXT que tu peux aller regarder sans limite, quoi. Et je vous encourage, ceux qui en ont marre des shows en ce moment de la WWE, parce qu'il faut dire la vérité, c'est un peu fatigant, d'aller regarder tout simplement le network, ça vous fera du bien. Et c'est vraiment, si vous aimez le catch comme j'aime le catch, ça fait du bien des fois dans le passé, de faire un voyage dans le temps, ça fait vraiment du bien. Donc on commence avec Night of Champions 2012. Night of Champions, c'est le show où tous les titres sont défendus. Voilà. Je crois qu'il n'y en a plus en ce moment, où maintenant ils appellent ça Clash des Champions, Clash of Champions, je crois. Le show est présenté par Michael Cole et accompagné de JBL, parce que Jerry Lawler avait fait une crise cardiaque à cette époque-là, en plein show. Et le show se déroule à Boston, Massachusetts, chez John Cena. Le Miz fait directement son entrée et se plaint du fait qu'ils doivent défendre son titre en Fatal 4-Way, mais directement il se fait couper par l'entrée de Rey Mysterio. Donc nous avons en opener pour le titre intercontinental Rey Mysterio contre Cody Rhodes, contre le Miz, contre Sin Cara. Ça fait plaisir de voir. Bon, on avait un Fatal 4-Way il y a pas longtemps pour les titres par équipe, mais ça faisait extrêmement longtemps qu'on n'avait pas vu de Fatal 4-Way normal comme ça. C'est ma stipulation préférée, les Fatal 4-Way, parce qu'il se passe toujours des choses, ça part toujours dans tous les sens. Et pour un opener, c'était vraiment parfait. Tout le monde tenait son rôle. Ça faisait plaisir aussi de voir Sin Cara qui botchait pas. En fait, l'histoire, c'est que Miz et Rhodes font équipe contre Sin Cara et Mysterio jusqu'à ce que le Rhodes tente un comté sur Sin Cara et The Miz casse le comté de Rhodes, ce qui les met en embrouille. Le final du match, c'est le Miz qui tente un powerbomb sur Sin Cara. Sin Cara en profite parce qu'il avait sorti un masque au préalable pour le mettre à quelqu'un. Je sais pas pourquoi, sans doute pour le mettre à quelqu'un, il avait sorti un masque. Il en profite qu'ils sont en hauteur et en position de powerbomb pour mettre le masque au Miz. Et ensuite il fait un Hurricanrana. Sin Cara fait un Hurricanrana au Miz dans le coin opposé. Et Rhodes en profite pour choper Sin Cara, essayer de lui placer le crossroads, mais The Miz, sans le savoir, avec le masque, où il voit pas grand chose, place un Skull Crushing Finale et fait le compter sur Rhodes pour la victoire. Donc The Miz qui conserve le titre. Franchement, bon final. C'était un bon final, bon opener, c'était pas trop long, c'est pas trop court. Parce que bon, j'ai carrément dérouillé le sujet. Mais la AEW, ce qui me gêne, c'est que je trouve que les matchs sont extrêmement longs. Pour moi, c'est trop long. C'est trop long. 30 minutes de match. À la fin t'es gavé, quoi. C'est vrai que c'est 30 minutes effrénées. Mais des fois un bon petit opener comme ça de peut-être 7 minutes, 8 minutes, c'est très agréable pour commencer chaud. Ensuite on retrouve F Torres en backstage avec Darren Young et Titus O'Neil. Ensuite elle se fait appeler par un officiel et qui l'accompagne, et l'officiel l'amène à Kaitlyn. Ça faisait plaisir aussi de voir Kaitlyn. Elle avait gagné, c'était une fille qui avait gagné NXT et qui était devenue championne par la suite. Et on va rejoindre Kaitlyn qui est blessée et alors qu'elle a un match pour le titre ce soir contre Layla. Donc grosse galère pour Kaitlyn. On se demande comment elle va faire pour se battre contre Layla. On enchaîne ensuite avec Kofi Kingston et R-Truth contre Kane et Daniel Bryan. L'histoire du match tourne essentiellement autour de la team Hell No, Daniel Bryan et Kane. En fait, c'était que Daniel Bryan et Kane suivaient des thérapies avec le docteur Shelby, un sort de thérapeute un peu bizarre. Et Daniel Bryan, en fait, il y avait toujours des embrouilles entre les deux, quoi. Ça partait, il suffisait d'une étincelle pour que ça parte en vrille. Donc le match était un peu une thérapie. Il fallait qu'il fasse équipe pour qu'il devienne champion par équipe et que ça ressoude leur relation, en fait. Le match commence, mais malgré c'est marrant de voir Daniel Bryan et R-Truth, parce que R-Truth aussi à cette époque aussi pétait un câble avec son petit Jimmy, son ami imaginaire, et ils étaient hyper hilarants, ils étaient vraiment hyper divertissants et hyper drôles, quoi.
Donc Daniel Bryan et Kane, malgré la thérapie, n'arrivent pas à bosser ensemble. Ce duo, franchement, Daniel Bryan et Kane, ça marchait de ouf. Ça marchait vraiment de ouf. Et franchement, c'était un bon match. Un match bien, avec une histoire derrière. Daniel Bryan et Kane qui essayent de travailler ensemble, mais qui n'y arrivent pas. À un moment, Kane fait une projection à Daniel Bryan pour qu'il atterrisse sur Kofi Kingston. Kofi Kingston esquive, mais Daniel Bryan se bouffe le côté de coin du ring. Ensuite, il commence à s'embrouiller. Et après, Daniel Bryan réclame un câlin à Kane. Ils se font un câlin. Et ensuite, Kofi, j'ai remarqué que Kofi aussi était hué par la foule. Kofi est tellement que Team El No, ça marchait. Franchement, à l'époque, je vous le dis, ça marchait vraiment bien. Et cette équipe aussi fait partie du push de Daniel Bryan. Ça l'a vraiment monté vers les sommets. Ça l'a aidé, j'en suis sûr. Ensuite, bon, la fin du match, Kofi Kingston porte un Hurricane Rana dans les cordes. Mais en fait, Kane est sur la troisième corde. Kofi Kingston essaie de lui porter un Hurricane Rana, mais Daniel Bryan lui tient la jambe de Kane, ce qui fait que Kofi se casse la gueule. Et ensuite, Daniel Bryan pousse Kane comme si c'était un bélier sur Kofi. Donc ça fait que Kane fait un splash sur Kofi. Et pour le couvrir, pour le compte de 3, pour les nouveaux champions par équipe, la Team El No. On enchaîne ensuite avec, on retrouve Eve qui dit à Booker T elle explique à Booker T ce qui s'est passé avec Caitlyn. Et elle insiste bizarrement sur le fait que personne n'est là pour remplacer Caitlyn pour son match. Et du coup, Booker T lui offre sa chance, quoi. Et on voit très bien qu'à côté, Taylor Lang est vraiment dubitatif. Il se demande si c'est pas Eve qui a fomenté tout ça. Parce qu'à cette époque-là, Eve était un peu une manipulatrice. À cette époque-là, elle se servait un peu de ses charmes. Je me rappelle qu'elle avait essayé de... il y avait un petit jeu, j'adorais cette rivalité. Il y avait John Cena et Zack Ryder. Et elle essayait de jouer un peu avec eux, de les manipuler. Elle était bien, ça lui allait bien ce rôle de manipulatrice. Elle a le physique pour. Ensuite, on enchaîne avec un match pour le titre des États-Unis. Antonio Cesaro contre Zack Ryder. Ça m'a fait plaisir de voir Zack Ryder. Parce que vous savez très bien qu'on n'est pas prêt de le revoir. Et Cesaro, ça m'a fait plaisir de le voir au top. Avec une vraie gimmick. Avec Askana, je crois. Askana, la fille. Donc voilà, Zack Ryder qui a gagné sa chance pour le titre dans une bataille royale. Qui a éliminé Lord Tensai en dernier. Donc voilà, je vais vous expliquer le final du match. J'ai rien noté de spécial dans le match, mais le match était agréable à regarder. Hein. Moi j'ai un problème avec les matchs qui sont trop longs avant le main event. Donc voilà, là ça allait, c'était vraiment très agréable. Zack Ryder essaie de placer son bro kick sur Cesaro, mais Askana le tire à l'extérieur du ring. Ryder essaie d'aller le chercher. Il remonte sur le ring, se mange une manchette portée à l'européenne et le neutralizer pour la victoire de Cesaro qui conserve le titre. On retrouve ensuite Vicky Guerrero, toujours un plaisir de la voir, toujours ultra une hit de ouf, elle arrive de ouf à jouer avec le public, cette femme, je sais, elle a vraiment un don au micro, parce que dès qu'elle arrive, c'est tout le monde qui réagit. Dès qu'elle arrive, elle dit « Excuse me », tout le monde réagit. Et je me souviens que quand j'étais jeune, il y a peut-être 15 ans, 10 ans, quand elle a balancé son Excuse me, je devenais fou aussi derrière mon écran. Donc Vicky Guerrero a vraiment un truc, elle a un talent au micro. Au micro, faut dire si la vérité. Elle est là pour présenter son nouveau Toy Boy, on va dire, qui n'est autre que Dolph Ziggler, qui est Mr. Money in the Bank à cette époque-là. Ça fait plaisir de voir un Dolph Ziggler sérieux et pertinent. Le match, c'est Ziggler contre Orton. Je me souvenais pas de ce match. Bon, là, le match était... J'ai pas kiffé le match. J'adore Ziggler, j'adore Orton, mais j'ai pas kiffé le match. J'ai trouvé ça... Bon, c'était le match un peu là où... quand tu regardes un pay-per-view, il y a forcément un match où tu vas te dire, bon allez, je vais chercher un truc à manger, ou voilà, je vais chercher un truc à boire. Je peux me permettre de le faire, tu vois. Je peux me permettre de le faire. C'était ce match-là. Ziggler, le final, c'est que Ziggler passe une prise de sommeil sur Orton. Orton s'en sort contre la prise du sommeil. Ziggler essaie de revenir vers Orton et Orton le soulève et bam, RKO à la volée. Voilà, victoire de Orton, ce qui est normal. Hein. Ensuite, on retrouve Layla contre Eve. Eve qui a réussi toutes ses manipulations pour pouvoir avoir un match pour le titre. Je vais vous expliquer. Le match était bon. Layla est très belle. Eve aussi. C'était très agréable à regarder. Mais bon, voilà. Layla, le final du match, c'est que Layla, j'ai remarqué, elle est vraiment petite de taille. Hein. Par rapport aux autres, même aux autres, par rapport aux autres divas, elle est vraiment toute petite. Hein. Ça se voit direct qu'elle est toute petite. Et j'arrive pas. Pour moi, en tant que championne, elle est trop petite. Il y a quelque chose, je sais pas, elle est pas crédible. Et puis elle a pas trop de charisme. Tu vois, Rey Mysterio il est petit, mais quand il arrive, il prend de la place. Il a tellement de charisme qu'il prend de la place en fait. Il prend de la place.
Layla elle prend pas de place, elle arrive, on voit qu'il y a l'espace autour d'elle. J'arrive pas. J'ai jamais. Quand elle était avec Michelle McCool, ça allait. Mais c'était Michelle McCool qu'on mettait en avant. Mais là, Layla comme ça, toute seule, je peux pas. Donc le final, c'est que bon, Eve et Hill, hein, clairement Eve et Hill, elle tente une poignée de main, elle lui met un gros coup dans le ventre. À un moment donné, Layla rate un springboard, Eve en profite pour le passer neckbreaker pour la victoire et Eve qui devient nouvelle championne des divas. Eve est un peu plus est beaucoup plus convaincante en championne diva. Elle a le physique, elle est magnifique. Voilà, Layla, elle a pas de charisme, zéro. Je trouve qu'elle a zéro charisme. On enchaîne ensuite avec Daniel Bryan et Eve j'ai que elle dans la tête. Kane, Daniel Bryan et Kane qui s'embrouillent devant AJ Lee et le thérapeute Monsieur Shelby pour savoir qui est le champion tag team. Et Eve pète un câble et dit à Bryan il dit aux deux de se calmer. Eve qui était AJ Lee qui était manager général de Raw à l'époque. Et Daniel Bryan félicite Kane pour le titre et Kane en profite pour lui dire non, c'est moi le champion US. Et le champion par équipe. Et ensuite il lui balance un verre d'eau, un seau d'eau il balance un seau d'eau en plein dans le crâne. Et j'ai noté que c'était les prémices du Ice Bucket Challenge 5 ans avant l'heure. La WWE en avance sur son temps. Ensuite on enchaîne avec Del Rio contre Sheamus. Là aussi c'était un match où clairement le match où tu peux aller match toilette, tu peux aller aux toilettes, tu peux être tranquillement, tu peux vaquer à tes occupations sans te soucier ce qu'il y a dans le match. En fait, si tu regardes le début, tu regardes la fin. Moi, j'ai vu tout le match, hein, mais tu regardes le début, tu regardes la fin, tu te fais une idée du match. L'histoire du match, c'était que la rivalité était pas mal. Hein. Il y avait une histoire derrière ce match. L'histoire, c'était que Del Rio pensait que le Brock Kick était trop dangereux parce que Sheamus avait fini par blesser Ricardo Rodriguez. Blessure, bien sûr, kayfabe, c'est une fausse blessure. Et c'était armé de David Otunga comme avocat pour bannir cette prise de la WWE. Et il avait réussi, Otunga avait réussi à faire bannir cette prise de la WWE par rapport à des médecins, ils avaient fait vraiment tout un truc, rendez-vous dans des bureaux et tout, ils avaient vraiment bien fait le truc. Et que Booker T avait annoncé que Sheamus n'a pas le droit, parce que Sheamus avait déjà eu une interdiction. Il a eu un match contre David Otunga. Et il a fini le match avec un Brock Kick. Donc Booker T est arrivé, il lui a dit non, Sheamus tu n'as pas le droit de porter le Brock Kick, donc le Brock Kick est banni pendant ce match. Ce qui fait que le but du jeu du match c'était que Sheamus ne puisse pas porter le Brock Kick, c'était ça le but du jeu. Mais le match commence et Booker T arrive et il fait une annonce et il dit que Sheamus a le... Parce qu'il y a eu une vidéo un peu au début, au début je ne vous ai pas dit parce que c'était pas très important, où on voit Ricardo Rodriguez venir... comme David Otunga a une minerve, parce qu'il a pris un Brock Kick, et on voit Ricardo Rodriguez arriver sans minerve. Et t'as Alberto Del Rio qui lui dit mets ta minerve, tu vois, genre c'était des fausses blessures quoi. Mais j'ai trouvé ça un peu con la finalité parce que juste avant le match, Booker T arrive et il dit ouais du coup vous pouvez Sheamus tu peux réutiliser le Brock Kick. Mais ça n'a aucun sens. La rivalité, c'est sur le fait que tout le match est construit sur le fait que Sheamus ne puisse pas utiliser le Brock Kick. Comment Sheamus va faire pour s'en sortir? Du moment où tu arrives et tu dis que le Brock Kick est réutilisable, mais ça, le match en perd tout son sens. Moi, je m'attendais à ce que Sheamus ne puisse pas utiliser son Brock Kick. Je me suis dit, ah putain, là, ça va être intéressant de voir comment il va s'en sortir sans le Brock Kick. Mais là, Booker T arrive et il remet le Brock Kick. Quel délire. Voilà, je vais vous expliquer directement la fin du match. Directement, quand Booker T annonce que Sheamus peut placer le Brock Kick, John Cena, il en place un directement sur David Otunga. Je vais vous expliquer la fin du match. Sheamus sort du cross-arm breaker de Del Rio et Del Rio essaie de lui passer un Shining Wizard, mais il se loupe. Et Sheamus directement l'accueille avec un Brock Kick pour la victoire. Sheamus qui conserve le titre poids lourd. Les Shining Wizards de Cesaro, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Avec ceux de Chris Jericho, c'est les meilleurs. Pour moi, il les porte trop bien. Il les porte trop bien, les Shining Wizards. Ensuite, on enchaîne avec le main event of the evening. John Cena contre CM Punk pour le titre WWE. À l'époque, 2012, on était en plein heel turn de CM Punk. Magnifique heel turn à 1/1000 d'euros. J'étais devant la télé ce jour-là. En plus, c'était le moment où je m'étais mis à reprendre le catch. Parce que j'avais lâché un peu le catch. J'avais toujours un œil, hein, mais j'avais repris le catch à la 1000e d'euro.
Cet épisode-là, c'était le millième de Raw, c'est pour ça que je me souviens de cet épisode par cœur. Et c'est, je dirais la vérité, c'est peut-être un des meilleurs Raw de cette décennie. Clairement, c'est un des meilleurs Raw de cette décennie. C'est ce Raw qui m'a dit, ok, je reprends le catch. Tellement convaincant CM Punk. Tout a commencé avec The Rock qui était venu challenger CM Punk. Il était venu pour dire qu'il challengeait le prochain champion au Royal Rumble. Peu importe qui c'était. Et à un moment donné, il y a eu un match, je crois que c'était CM Punk contre John Cena. Voilà. CM Punk contre John Cena pour le titre. John Cena qui cachait ce Money in the Bank contre CM Punk dans un match normal. Le Big Show était venu pour agresser John Cena et CM Punk, mais surtout John Cena. Et CM Punk s'est barré en fait. CM Punk s'est barré. Et il a laissé John Cena. Et CM Punk était censé être face, s'est barré. The Rock arrive, commence à agresser le Big Show. Il met KO Big Show. Et au moment où il commence à faire son pipo elbow, CM Punk arrive avec une close line. Et il fait une close line qui coupe la respiration. Et ensuite enchaîne avec son GTS tout en se foutant de la gueule du Rock, quoi. Donc après ça, CM Punk demandait plus de respect. C'était vraiment extrêmement bien monté cette rivalité. Il demandait plus de respect par rapport au fait que ce soit lui le champion et non John Cena. Il comprenait pas pourquoi The Rock était la star de la fédération et John Cena aussi, alors que c'était lui le champion en fait. Et que voilà. Et que John Cena disait de son côté que CM Punk était un hypocrite qui ne pensait qu'à lui, que toutes les personnes avec qui il a traîné, que ce soit la Nexus, que ce soit Society, les gens de la ICW, il les a tous lâchés, il s'est tous servi d'eux pour lui s'élever, que sa pipe bombe, c'était du coup, ça n'a servi que à lui, ça n'a pas servi à ses potes, ça n'a pas servi à Luke Gallows, ça n'a pas servi à machin, et CM Punk du coup a décidé devant la situation de s'allier avec son plus grand allié, son mentor Paul Heyman. Et ce duo était vraiment magnifique. À l'époque, j'étais devenu fou. CM Punk contre John Cena pour le championnat de WWE. Le match commence directement. CM Punk joue. Il arrive directement aux couleurs de New York Yankees. Et il joue beaucoup avec la foule. Il arrive, il joue un peu avec les nerfs de John Cena. Il arrive directement. Il brandit la ceinture pendant au moins 2 minutes avant le combat. Le match était très bon. CM Punk John Cena, à un moment donné, CM Punk se sort de 2 AA de John Cena. John Cena se sort de 2 GTS de CM Punk. CM Punk tente même un rock bottom pour John Cena, mais Cena s'en sort. Il y a carrément des chants. This is awesome. Ça faisait très longtemps que j'avais pas entendu des chants comme ça. Le final, c'est que John Cena tente une German suplex de la 3ème corde. Il y arrive. Et 1, 2, 3, victoire du John Cena pour le titre. Mais l'arbitre lui reprend le titre. Parce que John Cena, quand il a fait la German suplex, il avait les épaules par terre. Et que CM Punk n'avait pas tout à fait les épaules par terre. Donc ce qui fait que le compté qu'il y a eu était pour John Cena. Puisqu'il avait lui-même les épaules par terre pendant plus de 3 secondes. Ça fait que CM Punk est déclaré vainqueur et garde le titre de la WWE. Voilà, c'est ce que je pensais de Night of Champion. C'était un bon show. Il y a vraiment eu de bonnes réactions du public. Et voilà, je ferai des petits shows. Je pense que je vais faire de Night of Champion 2012 au Royal Rumble 2013. Comme ça, pour occuper un peu les choses, occuper la chaîne. Et puis aussi en même temps de me remémorer des souvenirs. Je vous remercie de m'avoir écouté. Likez, commentez, très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis!